Aujourd'hui, on va parler de GTT, une société à forte croissance potentielle, mais pas parce que c'est une start-up ou quoi que ce soit, c'est une entreprise qui est là depuis un petit moment, dans un secteur plutôt cyclique, mais on va voir qu'avec les news, avec ce qu'il en sort, avec les conditions macroéconomiques, ça peut être quelque chose, un bon investissement pour l'avenir. Alors, on va déjà étudier les fondamentaux, comme d'habitude, les chiffres tout du moins, et comme on fait d'habitude, si les chiffres sont plaisants, l'idée est d'aller creuser après dans les rapports financiers, d'aller assister à plusieurs réunions, etc., de voir un peu les perspectives, ce que pense le management, etc. Mais tout d'abord, un premier filtre, l'analyse des critères. Donc tout d'abord, on regarde les revenus. Alors je n'ai pas avant 2015 tout simplement parce que c'était pas, il n'y a pas dans l'historique, donc on va se contenter de ça. Après, ça permet de voir sur quand même 7-8 ans, ce qui est pas mauvais. Donc ça va nous donner une première idée. Évidemment, il est possible d'aller creuser un peu avant, mais voilà. Alors, les revenus totaux, donc on voit bien que c'est en augmentation. Alors on voit bien qu'il y a eu une sacrée hausse ici. Bon, tout simplement parce qu'on a eu du coup l'inflation. Donc, alors en 2020, on a eu donc une hausse. Là en 2021, c'est sûrement parce qu'on s'est remis tous à consommer et à réouvrir. On a aussi eu du coup un début d'inflation avec du pétrole, etc. qui montait. Puis la guerre, forcément. Donc du coup, voilà, on a pas mal de choses. On a un sacré step. On est revenu un petit peu en arrière, mais globalement, on est sur une tendance haussière. On passe quand même de 226 millions à 307. C'est pas mauvais. Le revenu net, donc du coup, c'est appliqué, donc c'est les bénéfices, vraiment, c'est avec la marge nette appliquée. On voit bien aussi qu'on est en constante augmentation, même si on a eu une grosse hausse ici et qu'ici on est plus raisonnable. Attention cependant, on est à 127, enfin 128 et quelques là. On redescend à peu près ici au niveau du 115, donc pas mauvais, parce qu'on peut très bien faire des cycles, parce que le transport, enfin le gaz, c'est forcément cyclique, ça dépend. Alors même si GTT ne raffinent pas spécialement, ils sont plutôt en train de créer des membranes, ils font de la prestation, ils livrent des cuves pour les méthaniers, ils font aussi de la maintenance, de la prestation, etc. Mais c'est quand même très lié. Évidemment, quand le gaz triple, le prix du gaz triple, il y a beaucoup plus de monde qui font appel à GTT pour de la maintenance, pour des nouvelles cuves, etc. Donc même s'ils ne sont pas directement exposés au marché, ils le sont quand même fortement, puisque comme je viens de le dire, on est très exposé sur, forcément c'est en vogue, et quand il y a beaucoup plus besoin de cuves, etc., GTT augmente ses profits, enfin augmente son portefeuille de clients et donc ses profits. Donc ici, attention, on est peut-être sur un cycle à voir. On pourrait du coup redescendre plus bas dans le cycle ou remonter parce que si ça se trouve c'est juste un petit décroché avec une mauvaise période et ça repart. On verra ça par la suite. La marge nette, un petit peu déçu sur le fait qu'on passe de 50% à 41%. Alors attention, ça reste une très bonne marge nette, 41%, c'est même fabuleux, surtout dans ce secteur. Alors c'est parce qu'ils ont des brevets, donc du coup ils ont le droit, il n'y a que eux qui peuvent utiliser certaines technologies pour leur membrane, donc forcément ça leur donne un avantage concurrentiel. 41% dans ce secteur, parce que souvent c'est attribué au secteur technologique, ou quelques rares technologies de médecine, mais 41% pour le secteur industriel, c'est phénoménal. Mais attention, on est quand même en train de passer de 50 à 41%. Alors pourquoi ? Pourquoi on était à 50 ? Pourquoi on a réussi à faire une marge à 58% ? Et pourquoi du coup on est retombé à 41 ? Il faudra aller creuser, forcément. C'est pour ça que j'invite toujours à lire les rapports financiers. Mais attention, la question, alors peut-être parce que la société est plus grande, plus de coûts, etc. C'est peut-être juste normal. Mais il faut savoir pourquoi, si cette tendance va s'arrêter, si on va rester justement sur un plancher de 40%, ce qui serait une très bonne nouvelle, ou est-ce qu'on va descendre à 35, 30, puis 25, puis 20, etc. etc. Le nombre d'actions, alors je le prends toujours parce que c'est pas un critère primordial, mais pour moi il est essentiel parce que une entreprise qui fait d'énormes bénéfices, qui fait de grosses marges, mais si elle dilue sans arrêt ses actionnaires, parce que je sais pas, elle augmente, elle dilue le capital parce qu'elle augmente le nombre d'actions, parce qu'elle veut racheter des concurrents par exemple, on peut avoir un cours de l'action qui augmente, mais comme il y a de plus en plus d'actions, forcément du coup vous, en tant qu'investisseur, si vous aviez 100 actions, et l'année d'après, 100 actions sur 1 million ou 100 actions sur 4 millions, c'est plus le même pourcentage de l'entreprise que vous avez, et au final, vous avez une plus petite partie de l'entreprise qui a 2 ou 3 ans. Donc, je n'aime pas trop voir le nombre d'actions qui augmente. Attention, toute proportion gardée, il faut savoir qu'une entreprise qui augmente son nombre d'actions, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est toujours pareil, il faut regarder pourquoi. On peut avoir des fois des entreprises qui décident d'augmenter le nombre d'actions pour justement acquérir beaucoup plus d'argent et racheter un concurrent. C'est une solution alternative. Il y a aussi la dette, s'endetter auprès d'un établissement bancaire. Attention, ça dépend de la stratégie, ça dépend de si on veut s'endetter ou pas, ça dépend si on était déjà un peu haut au niveau de l'endettement. Il y a
pas une bonne réponse, j'aime pas trop voir ça, mais alors du coup là ça va, puisque d'habitude j'aime pas trop voir une augmentation constante ou alors un gros décroché puis un autre gros décroché. Là on se maintient à peu près, on était à 37 millions, on est un peu monté, puis il y a eu des rachats, puis on remonte un petit peu. Voilà, si ça se maintient, s'ils arrivent à jouer avec les cycles, c'est-à-dire que de temps en temps ils en rachètent, et puis quand ils veulent racheter ou un concurrent ou une technologie, ils font une grosse dépense, puis ils le rattrapent sur plusieurs années en rachetant les actions, pourquoi pas, ça peut s'entendre, c'est une stratégie comme une autre. Si du coup sur le très long terme, on reste sur un palier stable, moi ça me va, ça veut juste dire que je serai dilué pendant quelques années et que les années suivantes, l'entreprise va racheter ses actions. Ça peut m'aller, il faut aller creuser plus loin évidemment, mais c'est quelque chose qui n'est pas mauvais. On passe du coup au screener 2, puisque du coup les chiffres sont plutôt bons. Alors, le roadshow, j'aime bien voir le roadshow puisque c'est le réinvestissement dans la société. Quand l'entreprise il lui reste de l'argent dans les caisses, elle peut le réinvestir. Et du coup, comme si vous étiez par exemple dans une boulangerie et vous décidez d'acheter un nouveau four à pain qui sera peut-être plus économique, qui permettra peut-être de faire plus de baguettes de pain en même temps, donc vous ferez des plus grosses sessions. Bref, les raisons peuvent être multiples, mais du coup, vous réinvestissez, et l'idée est de savoir qu'avec 1 euro de réinvestissement, combien vous pouvez obtenir comme rendement. Et souvent, une entreprise qui a entre 5 et 10% de ROCE, c'est pas mal, c'est pas catastrophique, mais c'est pas mal. On va dire qu'on est dans une bonne société, une société moyenne qui est relativement bien gérée. Et entre 10 et 15%, on commence à avoir quelque chose de bien. On a légèrement un avantage concurrentiel, où on a une équipe dirigeante qui est à l'affût, qui cherche les bonnes stratégies. Et au-delà de 15%, souvent on est quand même dans le haut du panier, donc entre 15 et 20-25%, on est quand même dans des sociétés qui réinvestissent très bien et qui savent cibler exactement le cœur du besoin et où il y en avait besoin. Et là, du coup, 50%, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça dans des secteurs, alors pas à ma connaissance en tout cas, dans des secteurs industriels. Peut-être quelques penny stocks par-ci par-là parce qu'elles sont au début, mais dans une entreprise de cette taille, c'est incroyable. À voir pourquoi, parce que c'est peut-être une anomalie, parce que peut-être qu'on fait rentrer là-dedans des choses qui ne devraient pas y être. Donc le chiffre mérite une attention particulière, parce que si jamais il n'y a pas de loup, c'est génial. Il faut avoir ce genre d'entreprise dans le portefeuille. Maintenant attention, c'est tellement beau que ça mérite une petite inspection, parce que, comme on dit souvent, c'est trop beau pour être vrai. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, ça veut juste dire qu'il faut aller vérifier. Il faut juste aller vérifier, ce chiffre dit juste « Waouh, si c'est génial, il faut être sur l'entreprise. Si c'est tellement génial qu'il y a peut-être un loup. » Donc allez voir. Le free cash flow ensuite. Alors moi ce que j'aime bien voir, c'est le free cash flow. La différence entre les revenus nets et le free cash flow, c'est les revenus qui sont réellement dans votre caisse à la fin de l'année. Je prends toujours comme exemple la boulangerie. Si vous avez vos revenus nets, parce qu'à la fin de l'année, vous avez donc votre chiffre d'affaires, vous enlevez les marges, vous payez les salariés, les loyers, etc., les matières premières, bref, il vous reste par exemple 1 million de bénéfices, très bien, et vous investissez 999 000 dans un nouveau four à pain. Et bien, selon les conventions, le revenu net sera toujours de 1 million. On dira, l'entreprise a gagné 1 million net, donc d'enlever de toutes les charges tout, sur l'année. Mais à la fin de l'année, il ne vous reste pas du tout 1 million, parce que si vous rachetez 999 000 avec 999 000 euros un four à pain, alors certes, votre production va être multipliée, vous allez être plus économique, etc. Donc c'est un investissement pour l'avenir, certes, mais à la fin de l'année, il ne vous reste quand même plus que 1 000 euros dans les caisses, en cash. Et bien le free cash flow, c'est exactement ça. Et c'est pour savoir du coup ce que l'entreprise peut faire avec cet argent, racheter des actions, donner des dividendes aux actionnaires, réinvestir, peu importe, mais c'est l'argent qui reste réellement dans les caisses. Donc à la fin de l'année, il restait 120 millions approximativement dans les caisses. Et c'est donc parfois complètement différent du résultat net. Donc j'aime bien avoir ça, parce que ça, c'est le réel argent qui reste. Et le price to free cash flow, donc qui est la même chose que le PER, mais du coup avec le free cash flow, donc bien entendu le prix sur ce qui reste dans les caisses. Et donc on voit bien qu'on est à 23 années,41, enfin 23 fois,41. Souvent en langage abrégé et court, ce qui n'est pas réellement le cas, mais on considère du coup qu'il faudra 23 années pour récupérer votre argent. Tout simplement parce que si une entreprise gagne 10 euros par an, alors net de tout, on va simplifier la vie, mais elle est bénéficiaire, elle fait des profits de 10 euros par an. Si elle coûte 100 euros l'action, eh bien on comprend bien qu'à 10 euros par année, donc en 2023 10 euros, en 2024 10 euros, en 2025 10 euros, on est bien d'accord que vous aurez récupéré 100 euros, donc le prix de votre action, de ce que vous avez investi, au bout de 10 ans. Donc c'est ça veut dire, du coup il vous faudra 23 années. Attention, c'est
c'est une vue d'ensemble, c'est pas du tout exact, puisque si on considère que l'entreprise va gagner de plus en plus d'argent parce qu'elle-même a investi dans de nouveaux capitaux, qu'elle progresse, qu'elle rachète des concurrents, elle va peut-être gagner la première année 10 euros, la deuxième 11 euros, la troisième 15 euros, la quatrième 25 euros, etc., etc. Donc ça ne veut pas dire du tout, mais ça veut dire qu'à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, vous avez un ratio de 23, donc il faut 23 années où elle coûte 23 fois ce qu'elle rapporte aujourd'hui. Ça peut être vu comme ça aussi. Mais dans tous les cas, vous récupérez votre argent dans 23 années, c'est souvent une aberration et c'est inexact. C'est au rythme actuel, si on reste stable, si on garde le même chiffre d'affaires, la même marge, bref, les mêmes cash flows, il faudrait 23 années. Ça ne prend pas en compte la croissance. On passe donc au screener 3. Screener 3, je rappelle les revenus nets, c'est ma petite vue d'ensemble. Le PE ratio, alors j'ai expliqué du coup, le price to free cash flow était mieux pour moi. Pourquoi je regarde le PE ratio? Tout simplement parce que c'est ce que le marché regarde. Le price to free cash flow, c'est rarement le cas, ça devrait, mais c'est rarement ce que les investisseurs regardent. Ils regardent souvent le PER, souvent parce qu'il est plus connu, parce que c'est aussi comme ça qu'on a valorisé pendant des années des sociétés. Donc, comme les tendances sont très longues à se défaire, ça fait peut-être 30 ans qu'on regarde le PER. Donc je regarde comment le marché regarde cette entreprise. J'ai mes yeux à moi et les yeux du marché, puisque on peut avoir raison en avance, même si on a raison 10 ans en avance, eh ben on a tort. Parce que si pendant 10 ans la boîte elle stagne ou qu'elle coule, ben notre investissement ne rapporte pas d'argent. Alors, sauf si vous êtes un Warren Buffett qui investit et qui ne regarde plus pendant 20 ou 30 ans, là ça n'a pas d'importance. Mais si vous êtes quelqu'un qui a un portefeuille un peu plus dynamique, c'est quand même dommage de mettre son argent, par exemple, mettons ici, pour que finalement ça stagne ou ça soit en décroissance pendant des années. Et finalement, on le voit bien, là, pour récupérer son argent, il faut au moins arriver 2 ans plus tard. C'est pas grave, c'est 2 ans, c'est le Covid, etc. Mais on est d'accord que si c'est sur 10 ou 15 ans, bah, c'est de l'argent qui n'a pas travaillé pour vous pendant 10 ou 15 ans. Donc ça dépend vraiment de l'état d'esprit. Mais du coup, savoir comment le marché le voit et s'il valorise cette boîte-là, peut être une très bonne chose pour savoir si c'est maintenant qu'il faut se placer ou s'il vaut mieux attendre un peu. Là, on voit en ce moment qu'on est un peu haut, on est dans la fourchette haute tout simplement parce que le marché croît en cette société, un peu moins qu'avant, mais ça c'est peut-être juste parce que les marchés financiers étaient en euphorie, à savoir si là on est juste sur un rebond et puis qu'on va redescendre, ou si on va se stabiliser par là sur un plateau comme ça, un peu plus haut qu'avant, tout simplement parce que GTT est dans une meilleure passe que quelques années auparavant. La dette nette qui descend, ça c'est une très bonne chose. Alors non, comme d'habitude, une dette qui augmente n'est pas forcément, c'est pas blanc ou noir, 1 ou 0, c'est pas une dette nette qui augmente, du coup c'est mauvais signe, ça peut être pour acheter des concurrents, augmenter, racheter des nouvelles machines, des nouveaux brevets, peu importe, mais il faut faire attention des fois à trop de dettes, ça peut couler une entreprise. Donc là, une dette qui diminue et qui passe du coup, enfin, qui était même presque à 0, mais qui était déjà en trésorerie, et donc du coup qui passe en trésorerie, une forte trésorerie, c'est quelque chose de pas mal, ça permet d'avoir du cash dans les caisses, ça permet de passer des mauvais moments, ça permet de faire un dividende exceptionnel, ça permet de racheter un concurrent, peu importe, avoir de l'argent dans les caisses, c'est toujours une bonne chose. Attention aussi à voir, je n'aime pas voir 20 ans d'historique de trésorerie qui augmente, ça veut dire que la boîte ne sait absolument pas quoi faire de son argent. Et c'est pas une bonne chose non plus, parce que de l'argent qui dort, 1 euro qui dort pendant 20 ans, j'aurais préféré qu'il soit réinvesti plutôt qu'avec l'inflation il reste dans les caisses et qu'aujourd'hui il vaille plus que 30 centimes. Donc attention aussi. Et du coup les capitaux propres, ça m'aide à voir si l'entreprise réinvestit du coup dans ses machines, ses brevets, et ça me permet aussi de voir la valeur à la casse. C'est-à-dire que si demain elle dépose le bilan pour X ou Y raison, voici ce qu'on pourrait récupérer. Alors c'est à diviser par le nombre d'actions évidemment, mais voici ce qu'on pourrait récupérer puisque c'est la valeur à la casse. Donc brevets, bâtiments, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est tout ce que possède la société, que ce soit matériel ou immatériel. Les brevets sont immatériels, les bâtiments forcément, les terrains, etc., les machines industrielles sont matérielles, mais c'est tout ce que possède l'entreprise qui est à elle. Et si demain on disait, bon voilà, on revend tout à la casse, donc on arrête tout, donc on ne valorise plus par les chiffres d'affaires et les revenus futurs, ce n'est plus une projection dans le futur, c'est juste aujourd'hui, stop, on fait un arrêt, une photo, on rembourse toutes les dettes, on rembourse les créanciers, qu'est-ce qu'il reste? Bâtiments, etc. Donc moi, ça m'intéresse. Et ensuite, la market cap, ça c'est juste pour voir si on est sur quelque chose qui est... si on est sur une euphorie ou pas. Donc, hop, je vais mettre là. On voit bien qu'ici, ça augmente et ça me permet de voir aussi du coup avec donc, le nombre d'actions qui augmente ou pas. Ici, c'est complètement indépendant puisque c'est la capitalisation boursière totale, donc c'est le prix de l'action fois le nombre d'actions. Donc voilà, on voit bien qu'on est en constante hausse, c'est vraiment pas mal. Il y a toujours des décrochés, mais c'est une entreprise cyclique. Donc voilà, ici, si on se passe sur le PER, on voit bien qu'avant, si je vais prendre juste cette boucle-là, on était sur un rendement médian de 16-17, un PER de 16-17, pardon.
médian. Et puis depuis quelques temps ici, sûrement parce qu'on est dans un nouveau cycle avec le gaz, avec le pétrole qui augmente et tout ça, on est peut-être un petit peu au-dessus, on est peut-être sur quelque chose de 20-25, un peu plus haut. Donc on testera avec les deux PER pour voir un peu combien c'est valorisé. On va donc passer maintenant à la valorisation. Donc j'ai remis ici les différents chiffres, donc chiffre d'affaires, trésorerie, capitalisation, etc. Le PER, comme on avait dit, 16 ou 25, j'ai serré un peu les deux, j'ai remis la marge nette, le nombre d'actions, etc. Et le prix aujourd'hui à peu près, c'est toujours pareil, c'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 euros d'écart que ça va tout changer. On arrive à une valorisation de 61. Attention, attention, alors on va se dire, oui, oh, mon Dieu, on est complètement décoté, alors si je le mets ici, on est complètement décoté par rapport à aujourd'hui, enfin on est vraiment trop cher et la valorisation ici est complètement décotée. Attention, ce n'est pas tout ce qu'on va prendre en compte. On va prendre le PER de 25 juste pour visualiser, puisque forcément vous allez voir que entre 61,2 de valorisation et avec un PER de 25, on passe quand même à 92. Donc on voit bien que selon le PER qu'on prend, selon ce que le marché anticipe, on peut passer quand même de 61 à 92, ce qui est incroyable. Attention aussi, 92, c'est toujours moins que 120. Bon, ça, vous l'aurez vite compris, mais aujourd'hui, là, GTT, on est sur quelque chose d'un peu particulier parce qu'on est au moment où on a une revalorisation de la société. À tort ou à raison, peu importe, mais je vais vous montrer pourquoi. On a des nouvelles comme quoi GTT signe un nouveau contrat de prestation, comme je vous le disais, puisque comme le gaz et le pétrole en ce moment c'est plutôt à la mode, alors attention, mode, est-ce que c'est parce que c'est un besoin avec une guerre ou de l'inflation, etc. Est-ce que c'est une mode, est-ce que ça va passer, est-ce que c'est durable? Peu importe, dans tous les cas on est dans un nouveau cycle, donc il y a des nouveaux contrats de prestation. Si tout le monde veut du gaz et qu'il y a beaucoup de méthaniers, il faut les entretenir. Si vous êtes une entreprise du coup qui achète des méthaniers pour transporter, peu importe du gaz, peu importe le gaz que vous transportez, ou du pétrole, ou tout ça, vous ne savez pas construire des méthaniers. Vous, votre travail, c'est d'extraire par exemple du pétrole ou du gaz, et puis de le revendre du coup derrière un middleman qui lui fera la conversion, qui fera justement le mettra, le proposera, etc. Donc vous êtes juste un foreur et puis vous revendez, vous avez besoin de le transporter. Eh bien, vous achetez des méthaniers, vous ne savez pas ni construire ni entretenir des méthaniers, donc vous faites appel à GTT. Alors, ou pour les construire et la maintenance, ou juste pour la maintenance, peu importe. Et donc vous utilisez par exemple leurs cuves qui sont renommées et réputées, et donc forcément vous êtes obligé de passer par eux parce que si vous utilisez leurs cuves, vous utilisez forcément leur maintenance. Donc on voit ici que du coup, GTT assistera EPS et Coolco dans la maintenance et l'exploitation d'une flotte de 33 navires composés de 24 méthaniers. Donc on voit bien, et 6 méthaniers ici. Donc on voit bien que là, il y a un contrat sur plusieurs années pour, c'est de l'argent donc qui va rentrer dans les caisses pour GTT. Si je prends autre chose, un autre truc ici, on arrive ici, tac tac tac, dans un communiqué, le gaz sectionné. Donc pour le design et les réservoirs, livraison de navires capables de transporter 22 000 conteneurs chacun. Donc on voit bien qu'il y a des navires aussi ici. Hop, là, ici, signe l'une des plus fortes hausses, tout simplement parce que les gens arrivés de cette news-là ont revalorisé, puisqu'on va le voir plus tard, les bénéfices par action pourraient monter. Un autre communiqué de GTT, donc j'ai pris ici, là, GTT réalisera le design et cuve de 2 méthaniers supplémentaires. Ici, donc un nouveau chiffre d'affaires, et ils expliquent ici que forte croissance du chiffre d'affaires parce que poursuite de la bonne dynamique des commandes. Donc le carnet de commandes a grandi, donc forcément, du coup, les bénéfices futurs vont arriver. Et j'en ai mis un dernier ici, c'est juste la presse sur GTT. Donc quand vous allez dans la newsletter pour avoir les médias, on voit ici donc se voit confier la conception de 2 cuves, la conception de 2 nouvelles cuves aussi, la conception de 5 cuves, de 5 nouveaux méthaniers, pardon. Donc on voit bien que le nombre de contrats s'enchaîne et on voit bien que du coup le carnet de commandes grandit, donc les perspectives sont plutôt bonnes. Si on revient ici et que je vais voir sur GTT et les finances, on voit ici les bénéfices, si je mets sur annuel, on voit bien qu'on est là. Et on voit qu'ici, donc, on voit bien qu'on a toujours eu des bonnes perspectives, on n'était pas trop loin de la réalité en général. Et donc on voit bien ici donc 2022, donc c'est le dernier bilan. Alors on est en 2023, mais comme les bilans ne sont pas encore tombés, c'est toujours de la perspective. Ici, donc on était à 3,48. On estime 4,77, 7,36, 8,46 et 9,46. On voit bien qu'ici 9,46, on fera entre 2,5 fois mieux que l'année dernière. Donc on voit bien qu'une entreprise qui forcément fait 2,5 fois plus, c'est quand même quelque chose qui, on est presque à 3 fois,
entre 2,5 et 3 fois plus, une entreprise qui fait 3 fois plus de chiffre d'affaires et 3 fois plus de bénéfices, c'est une entreprise qui est valorisée 3 fois plus cher. Donc, on pourrait aujourd'hui dire, oui, on est survalorisé comparé à notre valuation ici, donc si je me remets là, par rapport à 92 euros. Oui, mais si derrière la valorisation c'est aujourd'hui avec les chiffres qu'on a d'aujourd'hui, mais que ces chiffres-là vont augmenter, puisque admettons que le chiffre d'affaires passe de 300 à, on avait dit 2,5 fois plus, allez on va mettre juste 2 fois, 614, on considère qu'on garde la même marge nette et la même trésorerie, on revient qu'immédiatement c'est 179. Alors attention, ne vous précipitez pas non plus là-dessus en disant ça y est, ça vaut 79. C'est une projection, ce qui veut dire que 2,5 c'est dans 2-3 ans. Il peut y arriver n'importe quoi en 2-3 ans, une guerre, une crise, un contrat qui est annulé. Donc attention, ce n'est pas de l'argent aujourd'hui qui rentre dans les caisses, même si quand on signe un contrat, si on l'annule, on doit donner quand même derrière une compensation financière. Alors elle n'équivaudra peut-être pas du coup à l'exacte somme du contrat, mais on n'aura peut-être pas la totalité, mais une bonne partie de l'argent. Mais dans tous les cas, ce n'est pas sûr, ce n'est pas de l'argent d'aujourd'hui, c'est de l'argent projeté. Il n'empêche que si on croit fortement, et là je vous invite à aller voir les rapports financiers, à étudier un peu l'équipe dirigeante, à étudier un peu les cycles macroéconomiques avec le pétrole et le gaz, mais si on croit à cette valorisation dans 2-3 ans, on voit bien qu'aujourd'hui on est en train de se positionner en avance avec 50,4% de rabais. Attention, c'est toujours une projection, je viens de changer ici les chiffres, ça ne veut absolument rien dire, on peut mettre ce qu'on veut et on peut avoir la valorisation qu'on veut derrière. Bientôt, ce que je ferai sur la chaîne, c'est que je mettrai une valorisation par DCF, pour voir justement, on calculera comme font les institutionnels souvent ou les cabinets d'évaluation, on verra avec, donc je vais vous montrer ça ici, avec ici les projections des futures rentrées d'argent, combien on peut valoriser la boîte aujourd'hui. On verra ça plus tard, ça sera sûrement dans quelques vidéos, mais du coup ça permettra d'avoir plusieurs valorisations, la valorisation instantanée et la valorisation selon les profits futurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on analyse d'autres boîtes ensemble, dans le même secteur ou différents. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!